Ça y est, l'heure est venue de découvrir la deuxième saga de One Piece, Alabasta. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle vidéo Greeting Vlog qui, comme la dernière fois, eh bien, va être plutôt longue je pense, puisqu'on a encore à nouveau pas mal de tomes à découvrir pour la saga Alabasta de One Piece. On commence donc au tome 12, évidemment, qui était donc la fin du coup de la saga précédente, puisqu'on a eu un chapitre dedans de la saga précédente, et donc là tout le reste c'est évidemment Alabasta. Comme la fois précédente, et je pense que ça n'a pas été compris par tout le monde, mais du coup je le redis, cette vidéo est vraiment avec spoiler, je ne vais pas faire prendre de pincettes parce que c'est une saga très longue, très connue, reconnue, que ce soit autant pour les mangas que l'animé. Donc j'ai pris le parti justement de faire ces vidéos avec spoiler. Donc si jamais vous souhaitez découvrir, que ce soit manga ou animé, que vous l'avez toujours pas vu mais que vous souhaitez les découvrir, eh bien je vous invite à quitter cette vidéo pour éviter tout spoiler évidemment. Si par contre vous avez déjà découvert cette saga, que vous souhaitez juste connaître mon avis, connaître eh bien ce que j'ai pensé, est-ce que j'ai aimé ou pas, quels étaient mes personnages préférés, quelles étaient les actions que j'ai adorées et pourquoi, eh bien je vous invite tout simplement à rester avec moi. Normalement dans cette vidéo, la qualité vidéo et la qualité du son devraient être normales, j'espère que ce sera le cas. J'essaye en tout cas de faire mon maximum pour améliorer ce point-là. On m'a fait la remarque pour le son notamment, donc voilà, là j'ai essayé. J'espère très sincèrement que ça va être bon. En attendant, j'ai commencé ma lecture donc avec le tome 12. Je n'ai pas terminé, j'en suis, je pense que j'ai passé la moitié, je sais pas si vous allez voir. Donc là où j'en suis, on va bientôt quitter la boune. Voilà. Donc pour l'instant, je vais pas vous en dire trop sur ce que j'en ai pensé. Mais écoutez, en tout cas, là j'ai vraiment hâte de retrouver les personnages, j'ai hâte de retrouver Luffy et son équipage. J'ai hâte de retrouver l'humour, évidemment, et certains personnages, voilà. On m'a dit que j'allais peut-être retrouver Baggy le clown, donc je suis contente moi, hein, vraiment. Si on revoit Baggy, je suis contente. En tout cas j'ai hâte de retrouver ces personnages, de continuer cette saga. Et voilà, j'ai pas encore commencé l'animé, j'ai pas encore regardé les épisodes que vous m'aviez conseillés ou les films en lien, donc faudrait que je prenne le temps. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le jour où j'ai fini le manga, je m'attaque à l'animé. Et je sais pas s'il y a des fillers ou pas, mais en tout cas, moi j'adore regarder les fillers. Voilà, donc bah je vais regarder les fillers s'il y en a, si jamais. Donc voilà, on va commencer tout de suite et je vous retrouve dès que j'ai lu ce premier tome. Ça y est, je suis trop contente, donc j'ai terminé le tome 12, donc là on est sur donc, toujours la saga Alabasta. Et j'ai terminé et lu l'arc Reverse Mountain. Je suis trop contente de retrouver les personnages, je suis trop contente de retrouver les dessins. En vrai c'est des dessins qui sont, je sais pas comment l'expliquer, mais un peu comme chaleureux, où on se sent bien, c'est agréable d'y retourner tout simplement. Et dans ce tome 1, je dois dire que bah, déjà j'aime toujours autant les personnages, Luffy je l'aime toujours autant, et surtout on commence fort avec un moment quand même je trouve d'émotion, surtout pour moi, peut-être pas pour tout le monde mais en tout cas pour moi, avec Laboon, donc cette baleine qui se fait du mal toute seule, où voilà, j'ai trouvé ça terriblement émouvant en fait de se rendre compte de la raison de pourquoi elle se fait du mal toute seule, du fait que bah voilà elle se soit attachée à des personnes qui peut-être n'en valaient pas la peine, et ce qu'a fait Luffy justement pour essayer de lui faire oublier ça et tenir sa promesse, du coup de lui changer les idées aussi, d'arrêter qu'elle se cogne et qu'elle se fasse du mal, bah ça... À la fois j'étais... Qu'est-ce que tu fais Luffy là quand il lui a mis le... Bah, il l'a littéralement attaqué en pleine tête. J'étais en mode mais fais pas ça, genre je t'aimais bien mais là je t'aime pas là, tu fais pas ça. Et en fait quand on comprend pourquoi il le fait et que c'est justement pour aller vers du mieux, bah ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, je suis trop contente, vraiment. J'aime trop la boune, j'ai hâte de la revoir vraiment. Si on la revoit pas je serais triste parce que là moi j'attends de la revoir, sincèrement. Je suis trop contente de ce personnage sans en être vraiment je pense, mais voilà, la boune, elle m'a fait mal au cœur, vraiment, Voilà. En plus on est en plein dans l'actualité, une baleine avec Paul Watson finalement, on est en plein dedans. D'autant plus qu'on est toujours dans le rire, dans les blagues, dans l'humour. Là ça m'a beaucoup plu le moment où bah forcément nous avons Nami qui s'énerve contre Luffy, tout simplement parce que bah... Il a cassé le log pose et Nami, bah, c'est tout ce qu'elle avait pour
pouvoir sortir de là, s'en aller et aller jusqu'à leur point final. Et voilà, je trouve ça trop marrant la manière dont elle réagit, dont elle s'adresse à eux. Voilà, ce personnage, Nami, je trouve que à elle seule, elle met quand même pas mal de côté humour en s'énervant tout le temps pour rien. Le pauvre, il se prend une baffe, mais complètement gratuitement. Bref, moi je trouve ça drôle. Alors non, on ne tape pas les gens dans la vraie vie, hein. Là c'est une fiction, donc c'est pour ça, mais voilà, la situation vraiment est trop drôle, je trouve. Et l'autre côté humoristique, c'est vraiment Luffy. Luffy aussi, à lui tout seul, il est pas mal drôle. Il est drôle malgré lui, et c'est ça qui est marrant, ça qui est fou, parce qu'il est vraiment drôle malgré lui. Il se met dans des situations, il est vraiment dans son monde. Il va décider de faire quelque chose où personne n'a compris ce qu'il va faire, pourquoi il le fait, et après on comprend. Et vraiment, il est dans son monde et il est drôle malgré lui. Et alors attention, la viande, mais vraiment, Luffy et la viande, mais la viande c'est sacré. Et vraiment, j'adore ce personnage. J'adore ce personnage. Donc franchement, je suis contente. Vraiment, je suis contente de retrouver ces personnages. Et donc là, on arrive vers la fin. On entame du coup un nouvel arc, l'arc Whiskey Peak, et de nouveaux personnages, et je les trouve assez marrants. Et je ne vous cache pas que j'ai débuté ce matin même un petit peu au soleil, j'avoue, il y avait un peu de soleil. Le tome 13 donc tient bon, donc toujours de l'arc Whiskey Peak, et franchement, mais rien que le début, mais là on est dans l'humour mais à fond, avec des personnages méchants mais nullissimes, mais vraiment c'est impressionnant. Et vraiment j'adore ça parce que c'est encore une fois, ils sont drôles malgré eux, ils sont vraiment nuls. Ils sont nuls, et c'est le but de leur personnage, je pense, vraiment de montrer qu'ils sont nuls. Et on a aussi forcément l'équipage qui s'est tous fait avoir, ça c'est pas mal aussi. Et on aperçoit un peu plus, et ça c'est ce qui me plaît, parce qu'on va voir, je pense, un peu plus Zoro et Sanji. J'espère aussi pour Sanji, mais là je pense qu'on arrive bien sur Zoro. Ce qui me manquait dans la première saga, c'est que justement on voit tout le temps Luffy se battre. Luffy il est fort, Luffy il a fait ses preuves, Luffy, ça y a pas de doute. Par contre, je trouve que Zoro et Sanji, on le sait, on les voit, ils sont super classe, mais par contre je trouve qu'on n'a pas assez montré justement à quel point ils sont forts et à quel point je pense qu'ils peuvent aller plus loin, et on le montre pas assez, alors que Luffy, il n'y a pas de doute, moi je suis plus du tout impressionnée quand Luffy fait un truc de fou, alors que Zoro et Sanji, je sais qu'ils ont le potentiel, mais je trouve qu'on ne l'a pas encore assez exploré. Et là je pense que forcément quand on voit Zoro seul face ou alors contre, c'est mieux, 100 personnes, et qu'il les déglingue d'un coup, alors certes ils sont nuls, donc ça c'est vraiment le côté humoristique de la chose, mais quand même ça reste qu'on voit le personnage bien plus, parce que là il est tout seul, il n'y a pas Luffy à côté, il n'y a pas Nami, il n'y a pas Sanji, il n'y a pas Usopp, c'est vraiment, il est tout seul pour gérer la situation. Et même si au niveau de la force on se rend compte, forcément les autres sont nuls, donc c'est moins, voilà, comme le dit lui-même Zoro, c'est limite honteux pour lui de se battre contre eux. Au final, on voit quand même chez Zoro une capacité de réflexion, une capacité de... Il a un sang-froid, tout simplement. Pendant la bataille, il a vraiment cette capacité à juste relativiser, vraiment bien analyser la situation, analyser les choses. Limite, là-dessus, il pourrait être un bon chef au niveau du combat, je pense, parce que il sait vraiment bien analyser les choses, et je pense que ce combat sert beaucoup aussi à ça, à montrer à quel point Zoro analyse vachement les choses, et très bien, et très rapidement, surtout, c'est important à ce niveau-là. Donc voilà, pour l'instant j'en suis qu'au début. Je suis à quel chapitre là? J'ai commencé le chapitre 110, une longue nuit. Voilà. Et au niveau des interludes, là je commençais à le voir. Donc on est toujours aux interludes, le combat quotidien de Koby et Hermep. Et moi c'est pas trop mes personnages préférés, donc malheureusement pour l'instant, voilà, je suis pas trop emballée par les interludes, ils me font pas rire ni rien. Donc là c'est pas le but des interludes qu'on voit, clairement pas. Mais voilà, on a quand même une histoire entre
à côté, en parallèle de Kobe et Hermep, mais c'est pas mes préférés, donc là-dessus je suis un peu triste. Donc je reviens vous voir dès que j'ai fini le 13, peut-être même le 14, voilà, on va bien voir. En tout cas je suis trop contente de retrouver les personnages, c'est hyper prenant, hein, vraiment c'est hyper prenant. Et regardez-moi cette couverture, mais elle est tellement drôle, c'est Luffy version ballon, mais j'adore, j'adore. Et surtout là c'est pas parce qu'il a fait son pouvoir, là c'est parce qu'il a trop mangé. Franchement j'adore ce type d'humour, j'adore ce type de saga. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de commencer, c'est un mystère. J'avais malheureusement pas les bonnes personnes autour de moi pour me dire de les lire. Voilà, c'est de votre faute là qui regardez, vous n'êtes pas venu voir Ludivine, vous lui avez pas dit il faut que tu lises One Piece, voilà. Moi je veux dire c'est de votre faute. Ça y est, j'ai lu le tome 13, donc tiens bon. Et là il s'agit de la fin de l'arc Whiskey Peak et le début de l'arc Little Garden. Et je suis désolée, je vais en décevoir énormément. Mais ça y est, c'est officiel. Je ne suis pas du tout intéressée par les interludes avec Kobe et Hermep. Voilà, je suis pas... À côté de Baggy le Clown, non, j'aime moins, j'aime beaucoup moins. Faut dire qu'ils me font énormément de peine les pauvres, ils se retrouvent toujours dans des galères sans nom, ils se retrouvent toujours voilà, à récurer le sol, ils sont souvent en pleurs. Il y a un moment, ils vont vraiment se battre et s'entraîner jusqu'à ne peut plus. Enfin vraiment, ils me font énormément de peine pour se sortir de là. Donc voilà, peut-être que ça joue le fait qu'ils me fassent de la peine, mais c'est vrai que je suis pas très happée par ces deux personnages dans les interludes. Bon, en ce qui concerne l'histoire ici dans ce tome 13, j'avoue que l'organisation Baroque Works m'intrigue beaucoup. J'ai hâte, je pense qu'on va rencontrer Mr. Zero. Je sais pas si on dit Monsieur Zero ou Monsieur Untel ou si on fait à l'anglaise. Aucune idée. En tout cas, j'ai très hâte de le rencontrer. Je pense qu'on va le rencontrer. Je pense que ça va être du lourd, mais voilà, cette organisation m'intrigue quand même pas mal. Ouais, je pense vraiment que Mr. Zero va être un big boss de chez Big Boss. En tout cas j'espère, sinon je serais vraiment déçue. Ou alors ça va être tourné à la dérision peut-être. Et dans ce cas, ça sera peut-être très drôle. Je sais pas du tout comment ça va se terminer cette histoire, mais j'avoue que je suis assez intriguée pour l'instant. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que dans ce tome 13, on a une sorte d'accélération dans l'intrigue, tout du moins... C'est l'impression que j'ai avec les fruits du démon notamment. Ça devient... C'est comme si c'était normal ici de rencontrer plusieurs personnes au même moment qui ont mangé des fruits du démon. Et je pense que c'est quand même... C'est même sûr, c'est grandement lié au fait qu'on est dans Grand Line et que du coup on se retrouve dans un endroit où... Voilà, les plus grands mauvais, les plus grands pirates méchants sont là et donc... Leur but aussi c'est tous de manger du fruit du démon pour pouvoir être encore plus fort, plus puissant. Je le comprends, mais c'est vrai qu'on est passé de waouh il a mangé un fruit du démon, ça a l'air d'être une chose assez rare, assez impressionnante, à on se retrouve dans une scène avec trois mecs qui en ont en même temps, enfin qui ont pris justement ça en même temps, et du coup voilà, il n'y a pas eu de transition. Donc je sais pas trop et je pense que c'est vraiment lié au lieu où on est justement. Ce qui pour moi signifie une grande du coup accélération dans l'intrigue parce qu'on passe vraiment de... Ça y est, on connaît, on sait que ça existe, mais là on se rapproche des choses sérieuses parce qu'on est vraiment dans un endroit où on va rencontrer de plus en plus de personnages forts et puissants. Et donc bah forcément il y a de plus en plus de personnes avec des fruits du démon. Pareil au niveau de ce qui m'intrigue moi personnellement, ce sont les Unluckies. Il m'intrigue. Pour l'instant, voilà, je vois pas trop quoi en dire de plus, mais je suis assez intriguée par ces deux petits personnages là. La loutre, elle est assez mignonne et en même temps, elle fait comme ça ronchon, pas contente. Donc je la trouve trop mignonne et pas contente en même temps. Pour ce qui est de Little Garden, j'aime bien le lieu. Pareil, on est sur un endroit où on est à la fois au paradis, tout en étant sur un lieu plein de dangers, mais genre pas des petits dangers, des vrais dangers mortels, vous voyez. Et j'adore les géants, Brogy et Dory, j'aime trop. On continue avec le tome 14, donc Instinct, et celui-ci il valide complètement mon premier ressenti avec les géants. Je les aime beaucoup, je les trouve tellement touchants tous les deux. Voilà, j'adore Dory et Brogy. Dans ce tome, on est vraiment sur une ode à l'honneur des personnages. C'est-à-dire qu'on a ici bien, une mise en avant de l'honneur des géants au combat. On a aussi Usopp qui lui est très admiratif et très envieux de cet honneur, de vraiment ce combat, ces deux géants
qui vont au combat pour leur honneur justement. Et on a à la fois Luffy qui lui va se combattre pour venger l'honneur des géants. Et donc bah tout ça, ça fait vraiment cette ode à l'honneur des personnages que je trouve très intéressant, très puissant d'une certaine manière. Et très intéressant à voir. Usopp comme ça, c'est aussi très drôle les moments où il est très envieux et en mode waouh je vais être comme vous. Et la fois d'après quand il a besoin d'aller se mettre en avant sur un champ de bataille, il est le premier à reculer. C'est très drôle, mais c'est Usopp, c'est son personnage. Pareil Luffy de voir avec quel courage il va vers les choses, vers les combats quand il s'agit d'honneur. C'est quelque chose de très important pour lui. Voilà, j'aime beaucoup. Et pareil dans celui-ci, ce qui m'a clairement marqué, mais c'est le courage et la détermination de Zoro. Waouh, il est impressionnant Zoro là. Là je pense vraiment qu'on va de plus en plus le découvrir ce personnage et voir à quel point il est classe, il pète la classe. Et quand il se coupe les jambes là vraiment pour pouvoir survivre et sauver les autres, mais j'étais en mode waouh il va pas vraiment le faire quand même. Non il peut pas faire ça, il est pas prêt à aller jusque là. Et bah si, vraiment là Zoro m'a impressionné. Et je pense là que je vois de plus en plus le potentiel de ce personnage. Vraiment il est trop classe. Concernant les méchants ici, on est quand même face à des personnages je trouve assez redoutables avec Mr. 3 ou Monsieur 3 et Miss Golden Week. Les deux ensemble sont assez puissants, vraiment leur manipulation, leur don tout simplement. C'est assez hardcore et je crois que c'est la première fois où je vois les personnages réellement dans cette difficulté. Là vraiment quand je vous dis que l'accélération de l'intrigue elle est présente, c'est aussi du fait que on rigole plus là, on n'est plus en mode ouh là là, ils vont s'en sortir de toute façon. On est vraiment en mode ouf mince là, comment ils vont faire? Là Zoro il arrive à un moment où il doit se mettre lui aussi en danger pour pouvoir se sauver et sauver les autres. Voilà, c'est plus le moment de rigoler, il y a plus ça. Donc on est vraiment je pense un cran au-dessus encore par rapport à la saga numéro 1 qui était East Blue. Voilà, c'est mon ressenti, hein, c'est peut-être totalement faux, peut-être qu'on va faire 3 étages encore pour le prochain, mais franchement je suis waouh. Là j'ai vraiment ressenti le côté danger pour les personnages. Sincèrement je pense que c'est l'un des premiers, si ce n'est la première fois dans ce manga où je ressens ça justement, où là je me dis waouh ça sent vraiment mauvais pour les personnages. Et ici bah, on voit quand même assez peu Sanji, hein. Son personnage n'est pas très présent mais on le voit quand même qui apparaît à la fin et qui est pour une scène vraiment digne de son personnage, mais vraiment très digne de son personnage. C'est assez drôle et ça annonce vraiment une belle suite, une suite assez drôle vraiment. C'est pas plus mal vraiment que ça soit drôle comme ça parce que je trouve que ça désamorce le côté dramatique de tout ce tome justement. On est vraiment sur une scène qui... ça fait du bien là parce que pendant tout le tome on a été happé et moi je me suis vraiment demandé comment ils allaient vraiment s'en sortir. Est-ce que ça allait sentir le roussi mais genre beaucoup? Est-ce qu'on allait peut-être perdre un personnage? Est-ce que voilà, que ce soit de l'équipage ou un autre? Voilà, j'étais vraiment à ce stade là et du coup le côté vraiment rigolo avec la fin qui est Sanji qui se retrouve face à un personnage assez puissant et qui ne s'en rend même pas compte, c'était quand même assez faut le lire pour le voir. Donc voilà, on finit sur une situation digne de Sanji qui promet une suite très drôle. Tome 15 droit devant, là on est sur la fin de l'arc donc Little Garden et sur le début de l'arc du royaume de Drum. Ici on commence très fort donc avec ce que j'espérais, le côté humour, avec à la fois Sanji qui est dans cette conversation avec Mr. Zero et en même temps on a, à peu de choses près en même temps, on a tous les personnages avec leurs yeux qui sortent de leurs orbites là. Ça m'a vraiment fait du bien de commencer là-dessus dès le début du tome, ça a annoncé la couleur de ce tome. Celui-ci j'ai pas noté tant de choses que ça à vous dire très honnêtement. Par contre j'ai bien aimé encore une fois ce côté... on est équipe, voilà, on est une équipe dans l'équipage et s'il y a un de nos membres qui ne va pas bien, notamment ici Nami, on fait tout, on met d'abord la personne qui est en difficulté, en l'occurrence ici qui est malade, on la met à l'honneur et on fait tout pour du coup avancer, la faire guérir, parce qu'ils ont conscience, en fait ils ont vraiment un esprit d'équipe extrêmement développé et de ce fait, grâce à cet esprit d'équipe, eh bien il se fait qu'ils gagnent plus de temps à perdre, je sais pas moi, une semaine à aller soigner l'un d'entre eux
plutôt que à continuer sans ce maillon fort qui est devenu du coup un maillon faible et du coup qui se retrouve un peu dans le brouillard. En l'occurrence ici Nami, c'est quand même elle qui va montrer vers quelle direction aller, ce genre de choses. C'est quand même la navigatrice de l'équipage, donc autant vous dire qu'ils ont plutôt intérêt de la guérir s'ils veulent pas aller n'importe où. Donc dans ce tome c'est vraiment ce que j'ai le plus repéré, le côté mise en avant de l'esprit d'équipe, mise en avant de voilà, on se soutient les uns les autres et on fait en sorte que même si ça perd un peu de temps, qu'on perde moins de temps à guérir et que tout le monde soit sur pied plutôt qu'à foncer tête baissée, et même s'il y en a un de nous qui est un peu à la ramasse. Je vous retrouve donc pour parler du tome 16, successeur, avec cette magnifique couverture avec Chopper, Luffy et le docteur, j'aime trop. Alors ce tome 16, on est en plein dans l'arc du royaume de Drum et je ne vais pas vous cacher, c'est clairement mon préféré pour l'instant. Vraiment, j'aime trop ce qu'il y a dedans. On voit ici vraiment la force et le courage de Luffy pour sauver ses amis. On a aussi l'inquiétude de l'équipage, le fait qu'on ressente qu'ils soient soudés et effectivement leur inquiétude pour Nami. Et on a toujours cet humour, ce côté très drôle qui est présent et très appréciable. Franchement, j'adore. Et ce qui m'a pour le coup vraiment fait craquer et ce qui me fait me dire que pour l'instant c'est mon préféré, c'est ce que moi je préfère, c'est vraiment le côté émotion. L'histoire nous transporte dans une émotion, c'est touchant avec l'histoire de Chopper. J'adore, je trouve son histoire absolument incroyable, touchante et que ça porte un beau message, un très beau message. Parce que ça permet vraiment de faire comprendre aux plus jeunes que c'est pas parce qu'on est différent que c'est normal de recevoir de la méchanceté. La différence, ça ne fait pas qu'on doit recevoir quelque chose de méchant en face. C'est accepter la différence, c'est une bonne chose et j'aime beaucoup ce message. Vraiment, j'aime beaucoup ce message. Donc voilà, puis en plus, comme j'adore Chopper, je le trouve absolument adorable et son histoire est touchante au même titre que celle de Sanji. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi le tome où on découvre l'histoire de Sanji parce que c'est touchant, c'est émouvant, c'est attendrissant. Il y a vraiment un côté très humain et là c'est exactement ça. C'est vraiment des histoires qui me touchent en plein cœur. Et là l'histoire de Chopper, pour l'instant ça a transcendé toutes les autres. Et c'est vraiment ce que j'aime particulièrement, ce côté émotion. Alors par contre, le roi Wapol, il m'exaspère, mais genre vraiment il m'exaspère énormément dans ce tome. C'est-à-dire que j'en suis à un point où j'ai vraiment hâte de le voir tomber de son piédestal. Il est... ouais, je l'apprécie pas... De toute façon, niveau méchant, pour moi, c'est toujours Baggy le clown au-dessus de tout le monde, là, vraiment. Mais celui-ci, ouais, c'est... Avec ses attributs, là, au lieu d'abruti. Ça, c'est drôle, par contre. C'est très drôle. Et je suis même pas sûre de m'être rendu compte du fait qu'il disait attributs tout de suite, dans un premier temps. Mais vraiment, ouais, il m'exaspère quand même pas mal. Et dans ce tome, j'ai quand même l'impression, si je comprends bien le fonctionnement du manga, que Chopper va finir par être un membre à part entière de l'équipage de Luffy. Et ça me fait grand plaisir parce qu'encore une fois, son histoire est touchante et ce personnage, je pense qu'il promet quand même pas mal de bonnes petites surprises. Et ici on a donc les interludes de Django et j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup apprécié l'interlude avec notamment celle de son avis de recherche que j'ai trouvé extrêmement drôle. C'était très drôle à voir, vraiment. Donc j'ai hâte de voir les prochaines interludes avec Django, j'ai trouvé ça trop drôle. On entame ensuite le tome 17 et là c'est les cerisiers d'Iluluk, donc avec le docteur, donc Iluluk. Et donc nous avons le roi Wapol, ses coéquipiers, Luffy, Sanji et évidemment Chopper. Voilà. Là, les cerisiers d'Iluluk, on est dans ce tome dans une transition, c'est vraiment la fin de l'arc du royaume de Drum et le début de l'arc d'Alabasta. Et là évidemment j'adore découvrir Chopper, j'adore découvrir ce qu'il est capable de faire
Et encore une fois, c'est un personnage qui m'intrigue et qui me plaît déjà énormément. Et surtout sa capacité de transformation, mais elle est tellement impressionnante, vraiment c'est un truc de fou. Le moment où il révèle justement ses capacités, j'étais en mode waouh, ce personnage est impressionnant. On a encore une fois beaucoup d'humour, hein, évidemment, tout au long de ce tome, mais ça m'a particulièrement marqué le fait que Usopp soit à la fois dans une transition de Usopp très flippé et en même temps Usopp très courageux. C'est-à-dire qu'ici on a une scène particulièrement parlante où Usopp, peu de temps avant, il était en mode non mais on va pas faire ça, voilà. Il le dit pas directement mais on le comprend très bien. Et justement la scène suivante, on va le voir, enfin quelques scènes suivantes, on va le voir se dire, se mettre en mode courageux et se mettre en mode bah je vais le faire. Et justement là ce qu'il devait faire c'est que Dalton complètement affaibli, eh bien ce n'est pas capable de monter la montagne. Et donc Usopp se propose gentiment de le prendre sur son dos, sauf que Usopp est beaucoup plus petit que Dalton et Usopp n'a pas tant de force. Donc on voit la scène où il le traîne littéralement dans la neige et Zoro arrive à la rescousse, mais surtout en mode exaspéré de voir Usopp faire ça alors qu'il est clairement incapable de monter tout en haut de la montagne. Et c'était très drôle voilà, de voir Zoro prendre donc Dalton dans ses bras sur son dos à la place d'Usopp en mode vas-y tranquille on y va, du coup c'est ça qu'on doit faire. Et voilà, j'ai trouvé cette scène trop drôle. Je sais pas du tout si Usopp va être tout le temps jusqu'à la fin du manga comme ça, en mode flippé, mais de temps en temps une petite piqûre de courage arrive, ou si vraiment on est dans ce côté transition où justement en début on a rencontré Usopp, il était très tout le temps flippé, grande gueule, mais finalement on va pas forcément vers le combat. Et il y a eu dans l'arc d'Arlong Park, il me semble, le moment où Usopp a compris qu'il pouvait combattre, mais juste à sa manière, voilà. Et donc là on a eu ce côté très courageux, ce côté, voilà, il est toujours flippé, il a toujours peur, c'est normal, mais il se sent plus capable déjà de le faire et plus apte de connaître ses capacités. Et il a compris en fait que c'est pas parce qu'il est aussi fort, enfin pas aussi fort que Zoro et Luffy, c'est pas parce qu'il a pas de technique de combat ou autre super classe qu'il peut pas se battre. Et justement ça m'a beaucoup plu. Et donc là j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette transition où peut-être on aura moins dans l'avenir, à l'avenir Usopp le flippé, mais plutôt peut-être plus le côté Usopp courageux qui viendra au fur et à mesure. C'est une petite théorie, peut-être que finalement Usopp sera toujours à la fois flippé et à la fois courageux sur certains moments. Peut-être pas, peut-être qu'au final Usopp deviendra très fort, très doué dans ses techniques, je ne sais pas. Mais ça me plairait beaucoup, j'avoue, de voir Usopp évoluer dans ce sens. On découvre encore une fois dans ce tome évidemment un Luffy qui est très empathique. Et j'ai adoré l'histoire avec ce drapeau et surtout le combat où ça nous mène justement. Donc toute cette histoire en fait autour de ce drapeau, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré le message, j'ai adoré l'idée derrière, donc ça m'a beaucoup plu. Et pour ce qui est du docteur donc Kureha, je vais pas vous cacher qu'au début j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage, j'ai eu du mal en fait à la cerner je pense, et c'est ce qui a fait que j'ai eu du mal avec ce personnage. Au début je me disais, elle est bizarre, elle parle bizarre, on dirait qu'elle l'aime pas trop, Chopper notamment, enfin voilà, j'avais du mal à comprendre. Et au fur et à mesure de l'avancée de ma lecture et après réflexion, j'ai tout simplement compris son fonctionnement et j'avoue que maintenant je l'adore parce que je me rends compte que c'est juste sa manière de faire, sa manière de montrer son affection. Elle est peut-être très pudique sur ses sentiments et du coup c'est ce que j'ai adoré vraiment découvrir ce côté-là et me rendre compte que waouh, en fait c'est un très bon personnage. C'est une personne avec beaucoup d'amour et voilà, j'ai adoré ce personnage finalement. Bon, clairement pour moi dans ce tome on est sur une fin d'arc absolument magnifique. Déjà vous avez encore une fois Chopper qui est absolument attendrissant, adorable, vraiment il est adorable. Et le moment justement où on va avoir Luffy qui va lui dire qu'il est son ami, et ensuite Luffy qui le cherche absolument partout, qui ne compte absolument pas aller où que ce soit sans Chopper avec lui.
c'est magnifique, c'est émouvant en fait. C'est le côté émotion encore une fois qui me plaît beaucoup. On est vraiment sur un moment où Chopper se rend compte qu'il n'est pas un monstre, se rend compte que voilà, il a le droit lui aussi d'avoir des amis, de profiter de la vie, d'avoir une belle vie et ouais, de profiter, de s'amuser. Enfin, j'ai adoré cette fin-là. Et puis évidemment, on a donc le côté émotion, mais on a toujours le côté humour, c'est toujours aussi drôle. Notamment la scène où Nami va commencer à négocier le prix de leur départ, puisque la doctoresse est quelqu'un qui fait cher payer ses consultations et ses soins. Et en même temps, on a l'annonce de Chopper de son départ à la doctoresse qui est très drôle. Vraiment, quand elle lui court après, elle lui fait comprendre que non, surtout pas, tu ne partiras pas. Justement, ça faisait partie de ce moment où je comprenais pas cette réaction. Et quand on comprend le personnage, on se dit mais ouais, ok, je comprends mieux. Donc voilà, c'est vraiment, il y a ce côté émotion et ce côté drôle, humour que j'aime toujours autant. Je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, mais ce moment hommage et adieu de Chopper à sa vie d'avant, à ses amis d'avant, et forcément la tombée des flocons roses vifs, c'est les flocons de neige rose vif. Le message, encore une fois, que ça porte, c'est extrêmement émouvant. Enfin, j'adore. J'aime beaucoup ce genre de passage. Sinon, dans ce tome, autre chose à dire. On a donc un nouveau personnage, enfin des nouveaux personnages qui arrivent. Notamment, on va rencontrer, enfin on va pas vraiment le rencontrer, on va le voir, le distinguer. Ace, je ne sais pas comment on le dit exactement à l'anglaise ou à la française. Mais en tout cas, Ace, j'ai eu des théories. Je me suis dit, au départ, quand on a vu arriver, je me suis dit, mais c'est le retour de Shanks. Genre, ça y est, c'est le moment où ils vont se revoir. Alors, clairement, j'espère qu'ils vont se revoir. Si on me dit que le manga se termine et que Shanks et Luffy se sont jamais revus, que ce soit en bien ou en mal, hein. En bien, ce serait bien. Mais si on me dit qu'ils se sont jamais revus pour X ou Y raison, je vais être trop déçue. J'attends que ça. Donc au départ, je me suis dit, ah trop bien, ça y est, c'est là, c'est Shanks. Et puis il y a eu un plan de très près de ce fameux Ace. Et là je me suis dit, attends, il a les cheveux ondulés là. Donc ça peut pas être Shanks. C'est pas Shanks, c'est pas possible. Donc voilà, malheureusement ce n'est pas Shanks. Mais c'est qui pour l'instant, à ce niveau, à ce stade, je ne sais pas. Ensuite, on a donc la rencontre avec... Enfin, la rencontre. Nous, en tant que lecteurs, on fait sa rencontre avec Crocodile et Nefertari Cobra. Et là, ces deux-là, ils promettent du lourd. Vraiment, ils promettent une bonne suite de saga. Donc j'ai hâte de voir ça. Et globalement, hein, la fin du tome promet très clairement une suite explosive. Je pense que là, on est sur des rencontres et des choses très... Voilà, ça va bouger, ça va commencer à... On va passer à l'étape supérieure, l'accélération. Le récit, je pense, va vraiment accélérer d'un cran à la suite de ce tome. Voilà, c'est mon ressenti à ce moment-là. Et niveau interlude, les interludes de Django, je les aime toujours autant. Je les trouve extrêmement drôles, j'adore. On peut dire que dans ce tome, c'est vraiment le moment où les interludes de Django me plaisent de plus en plus. Et enfin, le tome 18, Ace entre en scène. J'avoue que là, déjà, la couverture m'a mise sur la voie. Là, je me suis dit, ok, le gars, il a un chapeau. Là, on le voit bien, du coup. Et là, je me suis dit, il y a une ressemblance avec un certain personnage. Bon, on va pas se mentir, là, ce tome, il commence fort niveau humour. Avec notamment le pauvre Kalou qui se fait littéralement pêcher par ses propres, du coup, amis et équipiers d'équipage. Équipiers d'équipage, ça ne veut rien dire, mais voilà. On commençait fort là, en humour, on était assez haut. Mais on a continué évidemment sur la même lancée puisque on a eu aussi la rencontre avec Mr. Two qui est arrivé sur le bateau encore une fois d'une façon très drôle. La façon dont il est disparu de son bateau et arrivé sur l'autre bateau, voilà, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop drôle. Et voilà, leur rencontre pour moi était très drôle mais était aussi très parlante d'un certain point de vue puisqu'on se rend compte que quand les personnages ne savent pas
qui est la personne en face et ce qu'elle fait, du coup on va dire ça comme ça, eh bien on se rend très vite compte que les personnages se battent vraiment par principe. Les personnages, s'il n'y avait pas tout ce background, s'il n'y avait pas vraiment ce côté on doit se battre parce qu'il y a un tel qui nous a dit de faire ça ou parce qu'on n'a pas les mêmes idées, bah quand on le sait pas, on s'apprécie. Voilà, c'est clairement là le message, l'idée qui est véhiculée, c'est que vraiment on adore la personne en face. Et puis dès qu'on comprend qui est cette personne en face, ah, là c'est foutu. Donc il n'y aurait pas ce côté guerre, j'ai envie de dire, mais surtout ce côté combat, eh bien il y aurait effectivement moyen d'avoir une amitié plus profonde que ce qu'il y a là. Et voilà, j'ai bien aimé ce message. Maintenant il est temps de revenir évidemment à Ace. J'ai réussi à deviner qui était Ace avant même du coup d'avoir eh bien dit noir sur blanc qui il était pour un certain membre de l'équipage, évidemment Luffy. Franchement je suis fière de ça, je m'y attendais pas et maintenant qu'on le lit quasiment en même temps avec mon compagnon, eh bien je lui en ai parlé, je lui ai demandé mais toi quand tu l'as lu, est-ce que tu as deviné qui c'était? Et il m'a dit bah non, moi je n'ai pas deviné. Donc voilà, donc je suis particulièrement fière d'avoir deviné, je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi j'ai deviné. Moi ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est vraiment le fait déjà qu'il... C'était pas Shanks, là c'était sûr, mais le fait qu'il adore la bouffe, quand on le voit, hop, il adore la bouffe, sa façon de se comporter, sa façon d'être, de se tenir finalement, le fait qu'il porte un chapeau, et bah tout ça réuni chez une même personne, pour moi c'était évident, c'était une ressemblance absolument frappante pour moi, il n'y avait aucun doute, c'était forcément... Alors, je sais pas pourquoi je me suis dit c'est le frère de Luffy, mais si j'avais pas eu l'idée du frère en tout cas, je me serais clairement dit c'est quelqu'un de sa famille. Voilà, c'est clairement quelqu'un de sa famille. Donc pour moi c'était ouais, c'était extrêmement évident finalement. Le chapeau c'est bête hein, parce qu'en soi il y aurait pu ne pas y avoir de chapeau, mais pour moi ça a quand même été, on a deux personnages là qui ont un chapeau, donc pourquoi pas en fait, pourquoi pas être le frère de Luffy. Et puis vraiment là quand on arrive et qu'on voit qu'il adore la nourriture, qu'on voit que sa façon de se tenir, de se comporter, voilà, pour moi c'était absolument évident. Je sens qu'à ce moment là on est vraiment sur un... comment dire, le calme avant la tempête, vous voyez ce que je veux dire? C'est... ouais, j'ai un peu l'impression qu'on est dans cette ambiance là, dans cette atmosphère là du calme avant la tempête, parce que on est sur un moment où l'humour est toujours présent hein, dans la saga, ça y a aucun doute, mais par contre il y a des moments comme là où j'ai l'impression que c'est encore plus présent, encore plus fort, il y a un cran au-dessus. Et là par exemple les pages où on voit où on voit Luffy qui est absolument en train de courir là derrière sa bouffe et il a ses grosses narines et parce qu'il sent en fait la bouffe, il veut absolument sentir la bouffe, il n'a Dieu que pour ça à ce moment là. Et justement ses yeux, et bien la scène suivante c'est juste Luffy qui a des yeux énormes quand il voit qu'il y a effectivement enfin une taverne avec à manger dedans. Donc voilà, ça m'a trop fait rire. Et pour ne pas s'arrêter là évidemment, et bien quand il arrive à la taverne, il rencontre le colonel et quand il se rend compte qu'il a en face de lui ce colonel qui lui a quand même donné du fil à retordre peu de temps avant, et bien il parle mais du coup la bouche pleine parce qu'il faut pas non plus déconner, hein, on n'a pas de temps à perdre avec la bouffe. Et donc à ce moment-là il parle la bouche pleine, donc ça c'est très drôle, mais en plus le moment où il se rend vraiment compte que là il a le colonel et que il en a bavé la fois d'avant, faut peut-être qu'il se barre, et bien du coup il se barre, mais attention, avec la nourriture, évidemment. Donc on le voit là prendre tout là dans ses mains, et dans ses bras, et la scène suivante, le plan suivant c'est clairement lui avec les joues là énormes de hamster, c'est absolument génial, je trouve ça trop drôle. Et pour continuer encore une fois avec le côté humour, la rencontre Ace et l'équipage, je l'ai trouvé très drôle et en même temps très attendrissante, très humaine, avec les petites touches d'humour, enfin voilà, tout ce que j'aime et ce qui à mon sens fait la matière finalement de ce manga. Dites-moi si j'ai tort, mais je pense vraiment pour moi ce manga c'est dans
ces idées-là justement, c'est ce qui fait l'essence même de ce manga. Et enfin dans ce tome, on a évidemment un aperçu complet de... complet de l'équipe justement de Baroque Works, donc ça c'est plutôt pas mal. On a aussi un aperçu, une découverte du coup d'Alabasta dans ce tome évidemment. Et franchement pour l'instant j'aime beaucoup Alabasta, j'aime beaucoup plus la chaleur que le froid, donc là on a quand même un avant-après, on passe de tout à rien, ce qui est quand même très synonyme finalement du Grand Line avec ce côté, en si peu de temps vous pouvez passer d'un extrême à un autre, et là c'est exactement ça puisqu'on passe de l'hiver mais le plus profond à l'été le plus profond encore une fois. Là vous passez de neige abondante à il n'y a pas d'eau, il n'y a pas du tout d'eau. Donc voilà, ça j'aime bien ce côté là, j'adore Alabasta pour l'instant avec ces créatures absolument trop mignonnes. Donc on a découvert le chacalo, on a découvert les kung-fu dugong et il y a aussi les histoires qui sont très intéressantes de cet endroit pour l'instant, ce que j'en ai découvert, je trouve que c'est intéressant. Et les personnages ne sont pas non plus en reste. On a rencontré là par exemple Toto et Koza, j'allais dire Kazé, non, Koza. Voilà, donc pour l'instant j'en suis là et j'aime beaucoup. Et enfin, la fin de ce tome, eh bien on a un esprit d'équipe qui est vraiment à son comble et on a une fin qui est vraiment... promet une suite vraiment très intéressante et épique. Je pense épique là. Comme je vous le disais, je crois que là on accélère vraiment dans l'histoire. On va vraiment avoir un cran au-dessus encore. On va monter de plus en plus, je pense. Bon bah j'ai plus qu'à vous retrouver quand j'ai lu le tome 19 du coup. Et qui est-ce qui vient de se rendre compte que l'arc Alabasta en fait est super long? Je suis absolument choquée. J'avais pas capté, c'est vrai qu'en général ils font quelques tomes mais parfois même beaucoup moins que ça. Et là vraiment je viens de me rendre compte que je crois que c'est le tome 17 ou 18, je me rappelle plus, jusqu'au 24 on est que sur le tome sur l'arc d'Alabasta. Et je suis choquée. Genre je suis choquée. Mais en même temps je me dis c'est trop bien parce que du coup il va se passer plein de choses et il y aura plein d'éléments, plein de combats et plein d'émotions. Bref, je m'en suis rendu compte 1000 ans après, donc au tome 19, que l'arc Alabasta en fait comporte beaucoup de tomes de cette saga Alabasta. Alors déjà première chose, c'est cette couverture que je surkiffe avec, avec Luffy qui je pense se fout bien de la tronche de Sanji en train de fumer. Voilà, je trouve ça trop drôle, j'adore. On est vraiment ici sur un tome de présentation d'Alabasta et des difficultés de cet endroit, les difficultés et les dangers aussi. Donc ça j'ai bien aimé découvrir un peu ce nouveau paysage on va dire. On comprend aussi dans ce tome de mieux en mieux l'histoire d'Alabasta et ce qui a pu les mener jusque là. Voilà, de fil en aiguille on va découvrir et compléter le puzzle qui se cache derrière cette politique et ce qu'il se cache vraiment derrière les coulisses et pourquoi tout ce qu'il se passe, ce genre de choses. Donc ça j'aime beaucoup. Mon moment préféré je pense dans ce tome, c'est vraiment l'entrée dans le casino où on va avoir Luffy, Usopp, Zoro et Nami qui foncent absolument tête baissée dans un piège, hein, clairement, qui foncent tête baissée en ne se disant absolument pas c'est bizarre, on est vachement bien accueillis. Non, ils foncent tête baissée, ravis et heureux d'être aussi bien accueillis justement. Il y a juste Nami qui émet un petit doute quand même, mais elle y va quand même. On suit le groupe finalement, on est tous des moutons finalement et Nami aussi. Par contre dans ce tome on sent bien que l'intensité monte d'un cran, la difficulté pour nos héros monte d'un cran et clairement Crocodile et Miss Allison Day semblent absolument invincibles ici. On est vraiment sur une difficulté énorme pour nos héros et ici rien ne tourne comme prévu pour nos héros et rien ne va en leur faveur finalement. Et on a cette scène de combat, entre Vivi et contre Crocodile. Je la trouve absolument génialissime, je suis admirative de sa force, de son courage en sachant qu'elle pourra essayer tout ce qu'elle peut, elle y arrivera pas la pauvre, vraiment. Donc j'étais très admirative de ça et ouais, les pauvres héros là, ils en prennent pas mal pour leur grade. Pour le coup, la fourberie dont fait preuve donc le méchant Croco est absolument à vomir. Je trouve qu'il se cache en fait derrière ses plans.
Voilà, il se met pas vraiment en avant. C'est surtout il est méchant en amont, enfin il est toujours méchant, mais ce que je veux dire c'est que ses plans pour réussir à ses fins, et bien du coup c'est quelque chose de très logique, de très pas superficiel, mais voilà, il va pas au combat de front, il le fait de façon très sournoise, et voilà. C'est assez à vomir, mais j'aime bien parce que je trouve que ça change de méchant pour le coup. On est sur un autre type de méchant, on découvre un autre type de méchant. Et là encore le côté humour avec l'entrée de Sanji à la fin, digne de lui finalement. La façon dont il arrive à tromper Croco pour pouvoir sauver ses amis, ça m'a beaucoup plu. Voilà, je ne m'attends à rien de moins de plus. Je ne m'attends à rien de moins pour Sanji, venant de lui, c'est... Voilà, pour moi c'est vraiment digne de lui, c'est son moment d'ailleurs de gloire dans le tome à mon sens, parce que vraiment j'adore. Là on commence à... Sanji, ça fait déjà 2-3 fois là comme ça avec Croco qu'il y a ce côté humoristique justement de situation où la première fois il a parlé à Croco sans savoir que c'était lui et sans savoir exactement dans quoi il embarquait. Là il savait clairement les choses et justement il s'est foutu de Croco bien comme il faut, il a réussi à lui mettre la tête à l'envers bien comme il faut, donc ça m'a bien plu. Et à la fin, j'ai été super contente évidemment de retrouver Chopper, qui est bien utile à traduire ce que peuvent dire les animaux. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce tome de plus, j'aime beaucoup. Je suis toujours aussi happée par ma lecture, j'aime beaucoup ce que je lis, c'est... Voilà, j'ai hâte, vraiment hâte d'arriver au plus proche de la fin de la saga en tant que telle, parce que j'adore. J'ai envie de voir les héros évoluer encore. On enchaîne avec le tome 20, bataille décisive à Alubarna. Et là, clairement, on est sur une ouverture en pleine action. Et on a un degré d'action qui est encore plus haut en termes d'intensité. L'inquiétude ici est vraiment à son comble par rapport à Luffy et évidemment à la survie de ses compagnons, à la survie du peuple d'Alabasta et d'Alabasta tout simplement. On a ici une accélération vraiment du récit, on n'a plus de temps à perdre et on a aussi une accélération au niveau des personnages parce qu'encore une fois, là on est sur une course contre la montre avant que Croco ne mette son plan à exécution. Donc ça c'est vraiment, on sent vraiment qu'il y a un avant-après, on est monté crescendo en intensité et là à ce tome 20 on monte encore en intensité, vraiment tout est fait de façon à ce que on ressente l'intensité, il y a les heures, ce genre de choses, donc vraiment là on est sur une course contre la montre et c'est très présent, c'est même omniprésent dans le récit. Dans ce tome j'ai été hyper intriguée par Miss Allison Day. Je suis curieuse de savoir ce qu'elle veut à Luffy, qui est-ce qu'elle est par rapport à Luffy, pour Luffy. Pour le coup, ma théorie c'est que vraiment on va la revoir, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans quel contexte? Pour quelle raison? En tant que qui? Vraiment, j'ai l'impression qu'elle n'est pas n'importe qui pour Luffy. Ou alors, elle a rien à voir avec Luffy, mais elle connaît quelque chose sur son histoire, sur son passé, sur sa famille, que sais-je. En tout cas, je trouve que c'est hyper intriguant et j'ai envie de savoir, j'ai envie de revoir cette petite dame là et de savoir ce qu'elle sait de lui, ce qu'elle sait notamment au niveau du D, donc de Monkey D. Luffy. Je suis très curieuse là-dessus, je suis intriguée, j'ai envie de savoir. Pendant que j'en suis aux choses que j'aime beaucoup, j'ai adoré dans ce tome l'escadron des canards. J'ai adoré aussi les interludes d'Octi, vraiment ça m'a bien fait rire, je l'ai trouvé rigolo, je m'attendais pas à le revoir. Mais écoutez, voilà, je m'attendais pas forcément à un interlude de ce personnage, on va dire ça comme ça, mais j'aime beaucoup. J'adore le retrouver là dans ce petit interlude, c'est toujours aussi rigolo donc ça me plaît bien. Pour l'instant de mémoire les seuls interludes que j'ai moins aimés c'est vraiment sur Koby et Hermep. Je suis désolée mais je crois que c'est le... Ouais je crois que c'est les seuls parce que il y a eu qui? Il y a eu Koby et Hermep, il y a eu Baggy le clown, il y a Octi, il m'en manque un, Django et je crois que c'est tout Ça fait pas beaucoup d'interludes finalement, je dois en oublier. Mais en tout cas, là de mémoire, il n'y a que Koby et Hermep qui m'a pas trop... Ah mais si, il y a eu le capitaine... Ouais si, il y en a eu d'autres. Mais du coup, comme je les aime moins, je les oublie tout simplement.
Également dans ce tome, j'ai eu super peur pour Kalou. Je le découvre extrêmement courageux, on le voit surtout dans des situations très drôles, très humoristiques, où il s'amuse avec les autres, ou alors les autres s'amusent de lui à ses dépens, mais toujours dans une situation humoristique. Et là, on le voit dans une situation plein de courage, plein de volonté, et ouais, courageux, c'est vraiment le terme pour Kalou à ce moment-là. Et ça m'a fait mal au cœur et j'ai pas envie en fait qu'il aille mal, j'ai envie qu'il aille bien, il mérite pas ça. donc voilà, ça m'a pas mal fait mal au cœur là pour Kalou. J'aime beaucoup aussi le fait qu'ici les choses sont faites, les événements sont faits de façon à ce qu'on voit les personnages et l'équipage se battre deux par deux ou seuls face à quelqu'un, je pense. En tout cas là on découvre quelques équipages, quelques membres de l'équipage qui se combattent. Et ça permet de les découvrir d'une autre façon, ça permet vraiment de les découvrir individuellement en plein combat et d'avoir une sorte d'update, je vais dire, je pense, en tout cas moi je le vois vraiment comme ça, une sorte d'update du coup de leur combat et de leur faculté de combat, voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Je pense que pour l'auteur justement il y a eu cette volonté de vouloir montrer aux lecteurs et lectrices que voilà, il y a des updates, regardez ce qui se passe là, à partir de là, ce personnage là, il est comme ci, il est comme ça, et du coup les personnages vont y passer comme ça un par un, et j'aime beaucoup. Et du coup ici on a eu le combat d'Usopp et Chopper, et c'était absolument à mourir de rire le combat. En même temps c'était tragique, et en même temps c'était drôle parce que Usopp déjà digne de lui, forcément. Mais en plus, le coup du 5 tonnes, là, moi, ça m'a eu mais complètement. Et pour finir, évidemment, avec une touche d'humour, on est sur une fin avec un docteur qui demande et qui cherche un docteur. Quand on est soi-même docteur, c'est assez marrant. Et quand c'est du coup le patient qui a besoin de soins, qui te rappelle que c'est toi le docteur, vraiment, j'ai adoré. C'est vraiment la touche finale du manga où t'es en mode... C'est trop drôle, genre... digne des personnages et digne de l'histoire et digne de la saga, enfin j'adore, vraiment j'adore. On enchaîne donc avec le tome 21, Utopia évidemment, et là j'ai adoré le combat cette fois, donc dans la continuité de ce que je vous disais juste avant, le combat donc de Sanji qui nous montre un peu ses facilités, ses facultés et de combat. Et là on a Sanji qui se bat avec Mr. Two Bantley, et j'adore parce que là on a vraiment le côté danse contre le côté cuisine, c'était super drôle, d'autant plus avec ce moment où Mr. Two décide d'empêcher Sanji de se battre en essayant de le faire mourir de rire à un point tel qu'il ne pourrait pas se battre puisqu'il serait trop occupé à rire. Résultat, il décide donc de se transformer son visage en un visage le plus laid et surtout le plus ridicule possible. Sauf que à part son nez, il y a quasiment rien qui change sur son visage, et ce moment, ça m'a trop fait rire. Vraiment la réaction de Sanji était délicieuse, et forcément la réaction de Mr. Two qui s'est mis à pleurer. Dans ce combat, c'était vraiment ça, on était un parfait mélange entre combat et petite parlotte, entre deux petits mouvements de combat. Petit humour par-ci par-là, j'adore, franchement j'aime trop. Et Eiichiro Oda est juste hyper doué pour ça, je trouve. Par contre, je crois que c'est la première fois que je trouve quelque chose d'assez négatif. C'est pas vraiment négatif, mais en tout cas ça me plaît beaucoup moins. C'est le fait que justement Sanji ne puisse pas se battre dès que Mr. Two se transforme en ami. Ça m'a pas trop plu, je sais que c'est pour aller avec le personnage et tout, mais je trouve que du coup ça fait juste rendre Sanji idiot, et pas idiot rigolo, mais juste idiot stupide, et je sais pas, ça m'a... Bon, ça passe, hein, mais ça m'a moins plu pour le coup, ce genre de choses. Ça m'a moins plu de voir que voilà, Sanji, oui, il passe toujours pour un pervers, un amoureux transi dès qu'une femme arrive devant lui, mais le fait qu'il soit pas en capacité mentale de pouvoir se dire c'est pas Nami, c'est Mr. Two devant moi en 2 secondes, voilà, non, Sanji il est classe, c'est un personnage classe, il a aussi le cerveau qui va avec, s'il vous plaît. Donc ouais, non, ça m'a pas trop plu ça. Et d'ailleurs, je reste toujours sur ce combat là, j'ai besoin de vous pour m'éclairer sur un sujet, sur une scène. J'ai pas du tout compris
le moment à la fin de ce combat entre Mr. Two et Sanji, quand Sanji s'en va et que Mr. Two semble terrassé et mis KO en fait quand Sanji s'en va. Et que Mr. Two dit quelque chose en mode ah c'est maintenant qu'il me met KO de cette façon. J'ai l'impression que Mr. Two a des sortes de sang, des sortes de blessures physiques, sauf que Sanji n'a absolument pas touché. Je comprends pas trop en fait. Est-ce que c'est juste une métaphore, la phrase que dit Sanji, c'est ce qui fait mal du coup à Mr. Two? Ou alors est-ce que vraiment Sanji a fait quelque chose de physique à Mr. Two qui peut-être sera expliqué plus tard, je ne sais pas. Mais là ça m'a vraiment... j'ai pas compris, j'ai pas du tout compris. Donc si vous pouvez m'éclairer, voilà, me dire soit c'est telle option, soit c'est l'autre, s'il vous plaît, parce que là je suis un peu... ouais, je suis restée un peu sur ma faim, j'ai relu le combat, j'ai relu un peu les scènes, j'ai relu la scène. J'ai pas compris, je me sens un peu idiote là j'avoue, j'ai pas compris. Donc s'il vous plaît dites-moi en commentaire ce que vous comprenez, ce qui s'est vraiment passé. Parce que je suis un peu perturbée là par cette scène, je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait Sanji là en fait à Mr. Two, tout simplement. On continue donc avec les combats. On a le combat ici de Nami que j'ai adoré. On a un mélange entre le côté très dramatique et en même temps le côté très humoristique de la situation, ou en tout cas de l'objet qu'utilise Nami. Et j'ai adoré ce combat pour ça déjà, mais aussi pour le fait que Nami ici, eh bien encore une fois là on est sur une évolution, sur un petit update de ce qui va se passer typiquement, et donc on a Nami qui va s'affirmer, qui va montrer qu'elle est capable et qu'elle n'est pas du tout la petite fille en détresse qu'elle a pu être. Là elle s'affirme dans le combat, elle s'affirme aussi bah voilà, mentalement, hein, elle sait qu'elle est capable et elle ne veut plus être un poids pour le reste de l'équipage en soi, elle veut plus qu'il s'occupe d'elle et s'inquiète pour elle. Donc ça j'ai beaucoup aimé voir ce combat là de Nami, voir ce... Voilà, là on a une nouvelle Nami qui arrive, on a un nouveau personnage qui va à nouveau devoir prendre ses marques, mais j'ai beaucoup aimé ça. Et par contre on a un combat, mais il y a une fin qui pète la classe avec le combat de Zoro. J'ai adoré le voir évoluer dans son domaine de prédilection, j'ai adoré ce combat. Encore une fois là on monte crescendo au fur et à mesure des tomes, je sais pas ce que ça va donner le 24, enfin en tout cas le dernier chapitre, mais là vraiment on est sur un côté très fort, très tragique. Vraiment on n'est pas sûr que nos personnages vont s'en sortir indemnes, on sait pas trop. Ils sont beaucoup plus blessés qu'ils pouvaient l'être avant, c'est beaucoup plus grave qu'avant, on a bien vu là au combat que... Voilà, c'est encore un petit peu plus chaud, mais justement les personnages évoluent en fonction aussi, hein. On a nos héros qui deviennent meilleurs et qui du coup combattent des gens encore plus forts, de plus en plus forts, donc forcément, bon bah il y a un moment, même si tu t'améliores, bah t'es forcément face à quelqu'un qui a un niveau un cran au-dessus de ce que t'as connu avant, donc voilà, le temps de remonter finalement, voilà, mais j'ai trop aimé, j'ai trop aimé. Mais malgré quand même ce côté humour qui est là, mais par touche, c'est vraiment je pense par touche. On a les personnages qui vraiment sont là et forcément ils ont leur personnalité, hein. Vous n'allez pas changer Usopp, vous n'allez pas le faire devenir hyper sérieux d'un coup, il reste Usopp, c'est pareil pour tous les personnages, vous voyez le genre. Donc du coup on a beau avoir ces petites touches à droite à gauche, ça reste quand même ici quelque chose de... c'est extrêmement dramatique, c'est beaucoup plus dramatique. Là on le sent, on le ressent, on le voit, on le vit avec les personnages. Parce que justement les personnages ici se battent plus pour jouer, se battent plus juste pour un honneur ou... Voilà, là on sent qu'on se bat pour sa propre vie, la vie de ses amis et la vie d'Alabasta au complet. La vie d'Alubarna, voilà. Là on se bat vraiment pour sauver des vies et c'est quelque chose de très concret. Et on le ressent mais vraiment énormément je trouve. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais pour moi en tout cas ça se ressent de façon assez pesante, prenante. On est vraiment sur un moment où ça monte crescendo. Nous continuons donc avec le tome 22 nommé Hope. Et ici, eh bien, on change un peu de mood, on voit qu'on augmente un peu en tension et l'événement s'accélère. Déjà dans celui-ci je trouve que Crocodile fait extrêmement peur. C'est une personne très machiavélique et en même temps sans pitié. Vraiment il est
différent, il est encore à part des méchants qu'on a pu voir et rencontrer déjà dans le reste de la saga, je trouve. Clairement là les combats avec Luffy sont vraiment des combats rudes, on sent qu'on est à un niveau au-dessus de ce qu'on a déjà lu par le passé. Par contre il faut absolument que je vous parle d'une case en particulier, c'est une case qui j'ai pas du tout aimé parce que ça me rappelle une statue de cire, je crois, une statue de je ne sais plus quoi. Je sais pas si vous connaissez Momo, mais franchement pour moi Luffy à ce moment-là et Momo, enfin ça m'a direct fait penser à ça et cette statue me met extrêmement mal à l'aise et du coup d'avoir vu ça là j'étais... Voilà, j'ai pas trop apprécié ce moment. Luffy je t'aime bien mais là tu fais peur un peu quand même donc ouais là c'était le petit truc qui m'a un peu dérangée, c'est vraiment d'avoir ce souvenir de Momo d'un coup comme ça à un moment où je m'y attendais le moins finalement. Ce tome 22 ici est un tome beaucoup plus sombre, beaucoup plus tragique que ce qu'on a pu déjà rencontrer dans tous les tomes précédents, dans les deux sagas, dans la saga One Piece finalement qu'on a déjà pu lire. C'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus tragique et les actions ici défilent à toute vitesse. On a à nouveau finalement cette course contre la montre avec la bombe qui va exploser. On sent que là la tension règne et on est sur autre chose par rapport à ce qu'on a déjà vécu dans One Piece. Bon par contre ici j'aime beaucoup Aqua Luffy. je le trouve super marrant, voilà. C'est finalement dans ce tome on a des petites touches d'humour à droite à gauche au milieu d'un tome beaucoup plus tragique, beaucoup plus sombre et ça fait du bien parce que ça reste finalement l'identité de One Piece tout en étant à un autre niveau finalement. Bon, maintenant parlons de Alison Day. J'avoue que je me doutais bien qu'on allait la revoir, je m'y attendais, mais je pensais pas si tôt et pas de cette façon finalement, la pauvre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire, la pauvre. Je m'attendais pas du tout à la revoir de cette façon, à ce que ça se finisse de cette façon pour elle. Voilà, j'aurais dû, je pense, le voir venir, mais ça n'a pas été le cas. J'ai bien aimé aussi les interludes d'Octi avec l'humour, j'aime bien le retrouver finalement, j'aime bien ce personnage alors que c'est pas particulièrement un personnage dans l'arc d'Arlong Park qui m'a particulièrement sauté aux yeux, particulièrement marqué et en fait là de le découvrir dans ces interludes c'est avec plaisir en fait que je le retrouve, que je suis ses aventures avec cette sirène et tout et au final ces interludes d'Octi sont bienvenus à mon sens pour baisser un peu en tension puisque tout le tome comme je vous l'ai dit est beaucoup plus sombre, beaucoup plus tragique donc avec ces petites interludes d'humour en plus des touches d'humour que l'on a à droite à gauche dans le tome et bien on a voilà, une petite pause finalement bienvenue entre deux chapitres pour nous reposer et j'aime bien en fait l'idée encore une fois de ces parallèles entre l'histoire principale et les petites histoires comme ça qu'on voit dans les interludes. Je trouve ça extrêmement intéressant comme façon de faire et j'adore. Dernier point honnêtement de ce manga que j'ai pu notifier, c'est que on voit là à quel point les traits ont changé, ont évolué, on a un crayonnage extrêmement différent par rapport à ce qu'on a pu découvrir avant. On n'est plus trop sur quelque chose de très enfantin là au niveau des combats, on est sur un crayonnage plus... Ouais, les dessins sont différents, c'est plus sombre. Et en lien avec la fin évidemment de ce tome 22, j'ai hâte en fait de voir Mr. Seven et Miss Father's Day. J'ai hâte de les voir, ces deux là, je les trouve rigolos. À voir ce que ça donne. Ensuite le tome 23, l'aventure de Vivi. Et ici je vous l'ai dit, on est vraiment sur des traits différents, un crayonnage qui a changé, évolué. On n'est pas sur les mêmes traits que ce qu'on a pu rencontrer par le passé. J'ai vraiment l'impression dans ce tome que les traits, les dessins sont plus bruts, plus durs, donc c'est ce qui commençait déjà avec le tome précédent et notamment les combats sont rudes, sont éprouvants, sont difficiles et c'est à ces moments-là qu'on a le plus ces traits dessinés et très marqués finalement dans les combats évidemment. Ce qui ici me semble tout à fait en raccord avec l'arc qui se veut plus tragique, plus en tension. On a ici des traits plus durs, plus adultes, plus désolants finalement. Et il y a notamment une scène qui m'a beaucoup marquée,
c'est donc celle où Crocodile va dire c'est la fin. Et cette planche, il dit c'est la fin et ensuite il y a quelques cases qui passent et on sent, on entend, ça crie le silence en fait. C'est criant de silence, ça... C'est vraiment je pense dans l'ambiance et ça nous amène tous les lecteurs à cette tension qu'on ressent à ce moment-là, à cette tension que les personnages ressentent à ce moment-là. On est vraiment dans l'action avec ce c'est la fin, point. Et là on voit les personnages, on voit la ville et on s'attend tous, les personnages comme nous, lecteurs et lectrices, à ce qu'il se passe quelque chose. Et là c'est vraiment criant en fait, la pesanteur, là il se passe quelque chose. Parce que finalement si ce silence est si criant, c'est tout simplement aussi parce que là on est sur une question de vie ou de mort pour les personnages, que ce soit leur vie évidemment et leur mort, mais aussi celle de leurs amis et celle de tout Alubarna, et aussi la survie de façon plus globale de tout le pays. Et tout ça, je trouve que cette scène est extrêmement importante, impressionnante et forte en émotion, parce qu'elle est vraiment prenante en fait. Je trouve qu'à ce moment-là, la tension, encore une fois je me répète, mais est très forte et on le ressent bien. Dites-moi si vous avez retrouvé la même chose en lisant ce passage, parce que pour moi je l'ai vraiment noté tellement c'était important pour moi. Ensuite, malheureusement, on va parler de Pell. Je l'adore ce personnage, je le trouve super classe. Les fois où on l'a vu, vraiment je l'aime beaucoup, je le trouve trop classe. Et alors le moment, ce qui lui arrive, c'est... Moi ça m'a rendu super triste, même si on voit la chose venir, hein. Ça y a aucun souci, on se rend compte la manière dont il arrive vers Vivi, ce qu'il lui dit, la manière dont il lui dit aussi, ça annonce évidemment pour le lecteur quelque chose de fort, d'important. Et clairement ces mots, ce sont des mots d'adieu, hein, on va pas se mentir. Mais ce qui lui arrive, ça m'a rendu tellement triste, et tout est fait pour évidemment, parce qu'à ce moment-là on va avoir le flashback entre lui et Vivi, ce qu'il se passait, à quel point il s'aimait, à quel point il était un homme bien. Et tout ça, ça fait que voilà, c'est un personnage, il est là pour ça, il est là pour l'émotion. Et ce moment justement d'émotion intense après toute cette tension, après tous ces moments de combat finalement, ça montre à quel point je pense le mangaka a, je vais pas forcément dire un don, mais en tout cas un talent pour réussir à passer d'une émotion à l'autre. D'un côté on est dans l'attente, la peur, l'appréhension, et ensuite on est dans la tristesse. Vous voyez ce que je veux dire? Et en 2 temps 3 mouvements c'est ce qui se passe. Donc ça m'a fait du mal quand même pour Pell, j'étais un peu triste là pour lui. Et évidemment ce moment, ce passage est un passage clé, hein. C'est je pense un moment pivot pour la suite de la saga, pour la suite, pour les personnages aussi. Il m'aura fallu quand même pas mal de tomes pour, je veux pas dire cerner, mais pour réussir en tout cas à me faire un avis figé sur Crocodile. Et le fait est que ouais, il m'a fallu plusieurs tomes pour comprendre ce que je ressentais vis-à-vis de lui. Il y avait depuis le début quelque chose qui me disait qu'il était différent de ce qu'on avait rencontré avant, comme je vous l'ai dit plus tôt. Mais je comprenais pas trop, j'avais du mal un peu à analyser ce que je ressentais, ce que je vivais. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est le vent, je sais pas s'ils annoncent une tempête, mais en tout cas il y a pas mal de vent aujourd'hui. Dans tous les cas, Crocodile, il s'avère que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup en tant que méchant. C'est un méchant vraiment différent de ce qu'on a pu voir plus tôt, parce qu'on est sur un méchant... On a vraiment peur pour les héros, il est malicieux, il est très logique, très cérébral. On est loin du méchant finalement très caricatural qu'on a pu avoir avant, du méchant un peu drôle. On est loin du roi Wapol qui va confondre attribut et abruti. Voilà, on n'est pas sur cette longueur d'onde là avec lui. On est vraiment sur un méchant qui fait peur, un méchant de film typiquement, où voilà, les héros sont vraiment dans le mal face à lui, ont vraiment des soucis avec lui pour le vaincre. À chaque fois du coup c'est un méchant qui a une longueur d'avance sur eux. Enfin voilà, il y a une autre dimension avec ce méchant là justement, avec Crocodile, que j'ai bien aimé. Et pourtant on était loin de ça au début, hein, parce que quand on avait Mr. Zero,
Et bien au vu de l'équipe de bras cassés qu'il avait, je m'attendais pas non plus à avoir une personne aussi forte face à moi, face au héros. Donc voilà, je suis vraiment surprise et j'aime beaucoup finalement Crocodile pour ça, le fait qu'il soit extrêmement puissant et qu'il ait une logique, qu'il ait toujours un pas d'avance sur les héros, qu'il pense à tout, qu'il analyse tout et qu'il fasse ses plans en arrière, en amont finalement. C'est un peu lâche, mais voilà, il réfléchit tout en amont et j'ai bien aimé justement ça, d'avoir un personnage qui est très... il est très fort et même il est très classe, badass même. Quand on le voit avec ses cheveux un peu détachés là sur le visage, on voit que c'est vraiment un méchant, classe. On n'essaye pas de vous faire voir un méchant ridicule, idiot ou que sais-je. Là on est vraiment sur un méchant très intelligent et voilà, qui fait vraiment le méchant avec ses cheveux, ce genre de choses. Donc j'avoue que ça, j'ai bien aimé découvrir ce méchant là, ce crocodile. Et j'espère qu'il y en aura d'autres encore. Dans ce tome aussi, du coup, on retrouve Django. Et j'ai très hâte, en vrai, de le découvrir d'autant plus dans son rôle qu'il a dans la marine. J'ai hâte de voir, est-ce qu'il va continuer dans la marine? Est-ce que son amour pour la piraterie ne va pas prendre le pas? Est-ce que... voilà, j'ai hâte de voir ça. Justement, je suis très curieuse pour Django, de savoir ce qui va advenir de lui. Est-ce que... son instinct de pirate ne sera pas trop présent? Est-ce que... voilà, ça me... ouais, j'ai envie de savoir. Et pour ce qui est de la fin, je l'ai trouvée absolument magnifique, belle. C'est une belle fin de ce tome 23. L'aventure de Vivi, forcément, avec le signe de ralliement. Le moment où en fait ils arrivent tous et que Vivi leur dit j'espère que quand on se reverra on sera toujours amis, je serai toujours votre amie. Et là Luffy commence à lui dire oui, mais sauf que et bien Nami l'arrête en lui disant mais tais-toi, il faut surtout pas que les marines qui sont juste à côté entendent, sinon ils vont considérer la princesse comme ennemie aussi puisque amie avec les pirates et faut pas. Donc il commence à se retourner, à s'en aller et là je me dis mais non, ils peuvent pas quitter Vivi comme ça, c'est pas possible, pauvre Vivi, non, ça me fait trop mal au cœur. Et là quand je vois cette planche, cette case avec le signe de ralliement, ça m'a fait tellement waouh, ça m'a fait chaud au cœur et franchement je trouve qu'elle est très marquante cette case avec tous ses bras levés et ses croix. Je trouve que ça fait une belle fin, c'est un beau message, enfin voilà, j'adore. Ce genre de choses, vous l'aurez compris je pense, hein, c'est ce que j'adore. Évidemment, à la suite du tome 23, j'ai donc continué le tome 24, Croire en ses rêves, et seulement pour un chapitre, puisque là j'ai continué avec juste le chapitre 217, puisque c'est là que s'arrête l'arc Alabasta. Et écoutez, il y a énormément de choses en très peu de temps, en un seul chapitre. Ici c'est vraiment des événements, enfin des événements non, des personnages, des petites touches comme ça qui m'intriguent énormément et qui annoncent du lourd. Finalement c'est un peu une introduction à la suite. Cette fin, c'est un peu mettre la lumière, l'accent sur des personnages qui à mon sens seront beaucoup plus présents par la suite. Donc par exemple, il y a Ina qui m'intrigue pas mal, où là on la voit en action et on apprend du coup qu'elle a de toute évidence mangé également un fruit du démon et qui a l'air extrêmement puissante. Mais genre vraiment, donc je suis bien intéressée hein, vraiment pour connaître la suite, ce qui va se passer. On a évidemment la planche avec ce soignant qui voit un patient partir de chez lui, on ne voit pas, on ne voit qu'une silhouette de très loin. Et ce soignant qui lui dit tu as oublié ton bandeau et qui nous montre le bandeau de Pell. Ça je m'y attendais pas. Et encore une fois c'est très intriguant parce que il est mort ou il est vivant. Voilà, donc je suppose qu'on le saura dans la suite. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui avait ce bandeau, qui l'a retrouvé en tant que citoyen? Est-ce qu'il s'agit du coup de Pell? Je l'espère de tout mon cœur si que ce soit lui vraiment, parce que je vous l'ai dit, hein, je le trouve trop classe, je l'adore Pell. Donc ouais, j'espère que ce soit lui. Et enfin le dernier élément complètement inattendu pour moi, c'est évidemment la venue de Nico Robin. Voilà, je m'y attendais pas. J'étais pas prête pour ça là, je suis vraiment en mode mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Et encore une fois, qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'elle veut à Luffy?
c'est quoi son problème, voilà. Donc là ça, vraiment ça, tous ces éléments ils annoncent du lourd pour la suite. J'en ai pas forcément beaucoup parlé, mais il y a aussi Tashigi et le colonel Smoker, où on voit qu'il va y avoir une histoire, il va y avoir quelque chose avec eux, à voir ce que ce sera. Du coup maintenant, conclusion de cette saga Alabasta. Écoutez, j'aime toujours autant One Piece, j'aime toujours autant les personnages qui sont extrêmement attachants. On est avec eux finalement du début à la fin, et ça j'adore. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait autant de l'humour que de l'action, que des rebondissements. On a parfois des moments plus lents et des moments qui vont être plus pour visiter un peu un paysage, et puis des moments où là on n'a plus le temps de visiter. Là c'est vraiment, on est dans le feu de l'action, il faut que ça aille vite et c'est compte à rebours sur compte à rebours. J'aime bien aussi ça, ces différents temps dans la saga. J'aime beaucoup aussi et bien tout ce qui est émotion. C'est certainement mes moments préférés. Ou bah comme Pell, ce qui se passe, non ça c'est pas une bonne émotion. Mais par exemple les choses qui me prennent aux tripes, comme avec Chopper, comme avec Sanji quand il était jeune, leur histoire, ça j'aime bien. J'aime beaucoup ça, tourner avec l'humour, ça rend bien en fait. C'est un melting pot complet de choses qui vont super bien ensemble finalement. J'aime aussi énormément, toujours autant, découvrir finalement de nouveaux lieux, et dans cette saga on va vraiment passer du tout au tout. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais par exemple avec l'arc du royaume de Drum, où on est vraiment sur des montagnes enneigées ou des animaux de neige, enfin vraiment tout est fait, il fait froid, il y a de la neige, et on passe hop du tout au tout en allant à Alabasta, où vraiment là c'est la chaleur, la sécheresse, le sable partout, on n'en peut plus, on a soif, on sue, il n'y a rien qui va, et on passe vraiment du tout au tout. Donc j'ai bien aimé, j'ai vraiment dans cette saga eu l'impression de voyager, et de fait on a voyagé. Par contre il y a une chose que c'est pas que j'ai moins aimé, mais par contre je l'ai beaucoup moins remarqué, alors que dans la première saga j'étais toujours en mode waouh mais comment c'est trop bien et tout quand on arrive à ce moment là. Et là j'ai eu moins ressenti tout simplement les fins de tomes, ou même les fins d'arc. On est toujours dans la première saga sur des fins très waouh, il me faut la suite tout de suite, là je vois pas comment vous faites pour pas lire la suite tout de suite. Et ici j'ai l'impression qu'on a eu moins cette impression là, alors c'est peut-être juste une impression, mais vraiment j'ai moins eu ce ressenti là, il y a eu moins cette idée de cliffhanger je trouve, ou alors j'étais pas assez à fond dedans, je sais pas, pourtant j'ai pas l'impression. Dites-moi si vous aussi vous trouvez que dans cette saga il y a moins cette idée de cliffhanger. Est-ce que finalement cette idée de cliffhanger était particulièrement présente dans la première saga et ça s'atténue au fil du temps? Je sais pas. Mais en tout cas là c'est vrai que je me suis fait la remarque que c'est moins présent. J'ai moins ressenti cette envie, ce besoin d'ouvrir le tome suivant. Je l'ai fait quand même parce que forcément j'adore One Piece. Là pour le coup je comprends complètement encore une fois qu'on puisse adorer à ce point. Et on est déjà à 24 tomes et pourtant on ne s'ennuie toujours pas. On a des personnages qui évoluent, ça ne stagne pas. On a des lieux, évidemment ça évolue, donc les personnages évoluent de façon au niveau de leur capacité, au niveau mental aussi, ils grandissent mentalement. On a aussi une évolution forcément des paysages, on bouge, on va de droite à gauche, on découvre de nouveaux lieux, on découvre de nouvelles règles, on découvre de nouveaux personnages, de nouveaux méchants, de nouveaux alliés. Enfin vraiment on ne s'ennuie pas, il y a vraiment cette idée de on ne s'ennuie pas, c'est pas non plus trop, parce que ça pourrait être aussi le cas que on essaye trop de nous mener et du coup en tant que lecteur on se sent peut-être submergé ou autre, il n'y a pas non plus ça, donc franchement j'adore, je suis fan. Pour ce qui est ici dans cette saga de mon personnage préféré, mes personnages préférés, j'avoue je sais pas trop choisir, j'aime toujours autant Luffy. C'est vrai qu'à la première saga, Luffy c'était sûr, hein, j'étais en mode c'est mon personnage préféré. Là un peu moins parce qu'on le voit bien qu'il est fort, on le voit bien, il est très très fort. Mais ouais, je sais pas trop. Il m'a moins marqué alors que pourtant il est toujours aussi badass. Par contre Zoro là, j'avoue, il y a eu un truc là. Il y a eu un truc avec Zoro, il est super classe aussi, il est super badass. Et ouais je match plus là ici dans cette saga avec sa mentalité, son calme olympien, mais en même temps voilà ça peut parfois ne pas être un calme,
Donc ouais, j'ai plus à matcher avec Zoro. J'ai hésité aussi à ajouter Sanji. Je me dis peut-être Sanji, mais en fait j'ai l'impression que Sanji, encore une fois dans cette saga, on lui a peut-être pas laissé autant de place qu'il devrait. On l'a beaucoup plus vu dans cette saga comme le petit rigolo, voilà. Le petit rigolo qui met un coup de pied quand il y a besoin, mais voilà, c'est le cuisinier rigolo, le cuistot rigolo qui a des entrées bien drôles, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas poussé encore trop loin ce personnage. J'espère que ça va venir rapidement parce que clairement je pense qu'il y aura forcément une saga où ce sera Sanji mon personnage préféré. Là j'avoue qu'on oscille entre Zoro et Luffy plutôt. Au niveau par contre du personnage qui m'a le moins plu, je suis vraiment arrêtée sur le roi Wapol qui... ouais, il m'a pas trop plu finalement. Et bon, vous l'aurez compris, mon méchant préféré c'est évidemment Crocodile que j'ai trouvé extrêmement badass, extrêmement puissant, voilà. Il fait le vrai méchant qui fait peur. Et j'ai bien aimé là, j'ai bien aimé ça. Pour ce qui est de mes théories, vous m'avez demandé mes théories, c'est vrai que sur le coup, quand je suis dans ma lecture, j'ai un peu de mal à me dire tiens ma théorie, j'ai ça ou ça. Mais là du coup, en fin de saga, j'ai plusieurs théories. La première c'est Nico Robin, du coup, son retour. Je pense qu'elle a un lien, ça se trouve je dis complètement de la mouise, mais je pense qu'elle a un lien de près ou de loin avec Luffy. Il y a quelque chose avec Luffy, ça c'est sûr, et je me demande si c'est pas un lien familial. Voilà, je me dis elle a les cheveux bruns. Bon, c'est tout ce qu'il y a en commun. Si, elle a un chapeau. Non, elle a même pas toujours de chapeau. Hein. Enfin ouais, je sais pas. Mais je me dis peut-être qu'il y a un lien familial avec Luffy et que ça pourrait être une raison. Je sais pas, une tante, une sœur. Mais en même temps, si c'était le cas, je me dirais pourquoi poser la question du dé? Qu'est-ce qui se passe avec ce dé aussi? Ça c'est intriguant. C'est quoi l'histoire du dé? Et pourquoi elle le recherchait pour un dé? Bref, j'ai envie de savoir. Je suis intriguée. Pour ce qui est de Vivi, je pense qu'on va la revoir, enfin ce serait vraiment dommage qu'on ne la revoie pas, mais je pense qu'on va pas forcément la revoir tout de suite et plutôt la revoir d'ici plusieurs années quand nos personnages auront bien grandi et mûri et qu'elle sera reine. Voilà, je me dis que ça serait une belle chose de retrouvailles avec l'équipage et Vivi en tant que reine. Et peut-être que du coup ce serait elle directement qui soit serait pas contente d'eux sur une action, soit au contraire ils se retrouveraient ensemble à se battre à nouveau pour protéger peut-être à nouveau Alabasta ou un village ou que sais-je. Voilà, je pense qu'il y aura ce genre de retrouvailles. Ce serait sympa je trouve. Vivi en tant que reine, j'ai hâte de voir ça. Pour ce qui est de Pell, je pense qu'il est bien vivant, je pense que c'est bien lui qu'on voit, la silhouette. Mais soit il va rentrer à Alabasta, auquel cas je vois pas pourquoi on ne l'aurait pas déjà signalé. Soit au contraire il va peut-être trouver un moyen d'aider d'une autre manière ou je me disais pourquoi pas rejoindre l'équipage de Luffy. Mais dans ce cas là je vois pas... ouais je sais pas, en fait on n'a pas trop d'indices de temps quand est-ce que se passe justement cette scène où on voit ce soignant qui dit au revoir à son patient. Donc j'ai pas trop d'idées mais je me dis que ça pourrait être sympa que ce soit l'un ou l'autre. Pour ce qui est de Tashigi, c'est pas un personnage que j'aime particulièrement, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Justement, je suis pas attachée à ce personnage, j'ai du mal à la cerner encore. Elle est très... elle a ses principes de voilà ça se passe comme ça, les pirates ils font ça, donc ils sont du côté du mauvais et moi je suis du côté du bien. Voilà, elle a vraiment ce côté ou tout noir ou tout blanc. J'ai un peu de mal avec ça et justement... là dans cette saga à la fin on se rend compte qu'elle est en train de voir qu'en fait il y a parfois du gris et que à cause de ça eh bien, elle a fait une action qui lui déplaît parce que c'est en dehors de ses principes, c'est pas du tout ses principes. Et je pense que Tashigi potentiellement il y aura ce côté, comment dire, je pense qu'elle jouera un rôle peut-être important dans la marine pour... parce que là elle est en train de comprendre que justement la marine n'a pas le niveau pour faire face à ce qu'il se passe dans le monde, que comme il a été dit, hein, c'est les puissants qui gèrent ce monde et que clairement la marine ce sont les petits rigolos, hein, ils sont pas du tout les puissants. Et je pense que Tashigi a le potentiel pour devenir justement cette femme puissante dans la marine, pour rendre la marine vraiment puissante et faire son rôle finalement, jouer son rôle pour le peuple. Voilà.
c'est peut-être une théorie complètement nulle, mais je me dis que Tashigi pourrait vraiment avoir ce rôle là. Bon, et puis finalement Shanks, hein, on l'a pas vu finalement dans cette saga, mais je ne désespère pas de le revoir, je ne désespère pas de voir des retrouvailles avec Luffy et Shanks. J'espère en bien, j'espère ça se trouve ce sera en mal, je sais pas. Mais en tout cas je désespère vraiment pas hein, de revoir les deux ensemble. Je saurais pas dire quand, j'espère vite. J'ai bien envie en fait de le revoir. Je sais pas, ce personnage on l'a vu très peu finalement, mais je l'aime trop. Donc j'ai envie de les revoir, j'ai envie de revoir Luffy et Shanks ensemble. Donc ma théorie c'est que oui, ce sera le cas. J'espère de façon positive et pas négative, mais ça c'est moins sûr. La prochaine saga c'est donc une saga assez courte hein, puisqu'elle ne comporte que 8 tomes, c'est la saga Skypiea. Et là j'ai besoin de votre avis. Est-ce que pour vous une vidéo par mois sur One Piece c'est bien, sachant que là j'ai eu vraiment du mal à tenir les délais. Je me dis la prochaine saga elle est assez courte, donc en vrai ça devrait pas être compliqué, mais bon, surtout avec la fin d'année qui arrive. Donc soit je vous propose de vous retrouver le mercredi 27 novembre, donc d'ici 2 mois pour la 3e vidéo, donc pour la saga Skypiea. Ce qui fait que non, je ne vais pas attendre de lire cette saga en novembre, mais après ce tournage j'enchaîne la saga Skypiea. La vidéo serait déjà prête je pense en octobre, mais c'est surtout que ça me permettrait d'avancer sur les prochaines sagas One Piece qui sont beaucoup plus longues et de ne pas être à flux tendu en fait pour les vidéos parce que c'est un peu le cas là. Donc soit on fait directement 2 mois 27 novembre, c'est la date que je me suis arrêtée pour l'instant, soit et bien là on se retrouve dans environ 1 mois, soit fin octobre soit début novembre en gros, pour la 3e saga. Ce qui fait que bah ça change pas grand chose pour vous, 1 mois ou 2, mais voilà, donc dites-moi. Donc soit on fait les 2 mois là, soit au final je vous revois dans 1 mois avec la 3e saga, mais après je peux aussi faire 2 mois pour pouvoir avoir de l'avance et que ce soit plus simple pour moi. C'est surtout pour moi là que ça devient compliqué. Lire à flux tendu c'est vrai que c'est compliqué parce que là la plupart du temps j'avais envie de lire donc je lisais mais je pouvais pas filmer tout de suite. Là typiquement quasiment à chaque fois je vous ai présenté 2 à 3 livres en même temps tout simplement parce que j'avais pas le temps de lire, de filmer alors que j'avais déjà lu. Donc c'est pour ça, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez la saga Skypiea dans 1 mois, donc je sais pas, fin octobre, soit je reste sur mes plans pour le 27 novembre et j'essaye par contre après de faire tous les 1 mois une vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous préférez. De toute façon je ferai ce que je peux hein. Si jamais on essaye de faire évidemment s'arrêter sur 1 mois, une fois par mois une vidéo One Piece, pourquoi pas, mais c'est pas sûr que je puisse toujours tenir la cadence. Dans tous les cas, essayez bien de vous mettre la petite cloche, de vous abonner finalement. C'est pas vraiment s'abonner mais de mettre la petite cloche sur la chaîne tout simplement pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Alors oui c'est dommage, vous verrez toutes les vidéos que je poste alors que c'est pas forcément tout ce qui vous intéresse, mais au moins vous verrez du coup celle de One Piece quand elle sera là. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à vous inscrire à la petite cloche. C'est pas s'abonner mais s'inscrire, je sais pas comment on dit. Voilà, appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications finalement de la chaîne. Évidemment si vous souhaitez vous abonner, si c'est pas encore fait, eh bien je vous remercie de le faire. C'est important mine de rien que vous soyez abonné, que vous aimiez cette vidéo, que vous commentiez et je vous remercie du fond du cœur des retours de la dernière vidéo One Piece. Je m'y attendais pas, je m'y attendais vraiment pas, ça m'a mis une pression quand même pour cette vidéo là. Je me suis dit oula mais en fait s'il y a des gens qui vont regarder derrière autant, ouais ça met la pression. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu autant que la première. J'ai hâte, en vrai j'ai hâte de vous retrouver pour la 3e vidéo, la 3e saga Skypiea et découvrir ce qui va se passer. Là je l'ai pas du tout commencé, j'ai juste lu le chapitre 217 de One Piece, donc autant vous dire que là je suis impatiente de pouvoir continuer. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout et sur ce je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.